Le défi aux Russes, l'arme, n'est-ce pas, c'est l'arme reine chez eux, l'artillerie, depuis le début de la guerre, et puis depuis 1945, toujours l'artillerie. Donc on est vraiment en train de les défier sur leur domaine. Oui, je ne sais pas si on les défie. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'artilleries différentes dans nos armées de l'OTAN. Donc l'interopérabilité, comme on dit, c'est une question complexe qui suppose toujours d'y revenir parce que les matériels évoluent, parce que les logiciels évoluent. Et donc il faut que, par exemple, un bataillon estonien puisse demander un tir d'une batterie française et que les munitions puissent être apportées par des logisticiens allemands, etc., etc. Et mais là, cette région du monde, sous les yeux, on est vraiment sous les yeux de l'ours russe. Je ne sais pas si on peut rappeler la carte. C'est vraiment une façon de dire, voilà, il y a la Russie, il y a l'énorme Russie en face, et la Finlande, nouvellement entrée dans l'OTAN, montre à quel point elle reçoit toute l'OTAN là. Hein. C'est ça le symbole fort. Il y a l'aspect symbolique. Il y a des aspects techniques aussi. Par exemple, les exercices de l'OTAN, ils sont par invitation d'un pays. Donc ça tourne, si vous voulez. Et à la Finlande, nouveau membre, enfin relativement nouveau membre, s'est précipité sur ce créneau, sûrement. Ensuite, il n'y a pas beaucoup de pays dans l'OTAN qui ont des champs de tir permettant de prendre des tirs à 360 degrés à longue portée. 1000 km², je ne me rends pas compte ce que ça représente. 1000 km². 30 sur 30. 1000 km², ça représente le territoire de Koursk, de cette région, de cette région de Koursk qui est occupée par les Ukrainiens. Exactement la même coïncidence, la même surface. Mais Sergueï Parkhomenko, vous dites... que doit se dire Vladimir Poutine? Il se dit « Ah bah oui, c'est une coïncidence, ils ont choisi cette région-là parce que c'était la meilleure région pour effectuer ces exercices. » Ça, bien sûr, c'est une coïncidence, 7000 km², mais ce qui n'est pas une coïncidence, la Finlande. Il faut se rappeler qu'est-ce qui était l'objectif de Poutine déclaré au début de cette guerre. L'OTAN est venue trop proche. Il faut repousser un peu l'OTAN. Voilà, il a repoussé l'OTAN. Oui. Il a eu l'OTAN là où il n'y avait jamais d'OTAN. Ça s'appelle l'effet boomerang. Oui, mais absolument, justement. Voilà, il a reçu ce qu'il a voulu. Voilà, ils étaient très inquiets de l'OTAN qui était trop proche. Il n'a jamais dit que cette histoire des Finlandais et des Suédois qui sont devenus les membres de l'OTAN, il n'a jamais osé de prononcer que qu'est-ce que c'est que ça, c'est pas du tout ce qu'on attendait. Il fait semblant toujours que c'est pas grave, ça signifie rien, en fait on s'en fout et tout. Mais au début c'était l'objectif le premier objectif de la guerre, problèmes de l'OTAN qui s'approchent. La guerre froide, il faut rappeler cette citation de Poutine, je crois que c'est en 2018, il dit mais nous n'avons pas perdu la guerre froide parce que la guerre froide n'est pas finie. Et du point de vue des Russes et du point de vue de l'OTAN, la guerre froide est en train de reprendre. Encore une fois, rappelons la carte. En réalité, le rideau de fer en Europe, selon l'expression de Churchill en 47 ou 8, je ne sais plus, il est là, la courtine de fer. Elle s'est recréée et on a l'OTAN, effectivement, qui s'entraîne sous les yeux des Russes. Et c'est justement ce qui est en train de se passer, où l'Ukraine, elle essaye de faire bouger les lignes, se dire que, voilà, nous, la manière dont on perçoit, où on voudrait avoir notre place dans ce mandat, ça ne sera pas du côté de derrière du rideau de fer qui était là dans l'imaginaire collectif depuis l'époque soviétique. Et c'est pas évident de faire bouger les lignes. Finlande est là... la chance d'être dans un lieu, alors elle a pu aussi vite accéder à l'OTAN. C'est pas le cas de l'Ukraine parce que ça engage beaucoup de force, d'âme et d'hommes de notre côté. Mais ce qui est sûr, c'est que la Russie n'est pas jamais sortie de cette vision de ses relations avec l'Occident en tant que guerre. Il le fait, la guerre soit hybride. Là, c'est la guerre très ouverte à travers de l'Ukraine. D'ailleurs, c'était très intéressant de lire qu'il y avait un bateau en provenance justement de la Chine vers la Russie, ou de la Russie plutôt vers la Chine, qui passait par la Finlande, et il a abîmé, comme quoi, les deux câbles très importants qui connectent justement la Finlande et l'Allemagne, si je ne me trompe pas. Oui, la Suède et l'Allemagne et la Lituanie. Voilà, et je me dis, il y a toujours ce type d'opération hybride que Poutine orchestre toujours aux portes en Europe ou aux portes de l'Europe. Que dit le général de l'OTAN? On a là un général de l'OTAN, Yakovlev, vous avez été toujours le rappeler, je ne parle pas au nom de l'OTAN, mais qui avait été le plus haut français dans la hiérarchie OTAN opérationnelle.
Est-ce que tout ça montre que l'idée d'une guerre conventionnelle existe encore? On parle sans arrêt du nucléaire, mais il n'y a pas que le nucléaire dans la vie. Visiblement, l'OTAN veut être prête aussi face à une invasion conventionnelle. Alors oui, et l'OTAN utilise un mot pour ça qui est restore deterrence, rétablir la dissuasion face aux Russes. Il faut savoir, dans le vocabulaire de l'OTAN, la dissuasion n'est pas que nucléaire. La dissuasion est un concept général de décourager l'adversaire potentiel de faire l'idiot, si j'ose dire. Chez les Français, le mot de dissuasion a été privatisé par la secte nucléaire, si j'ose dire. Donc on dit la dissuasion, c'est nucléaire. En dessous, c'est autre chose. Vous voyez ? Bon, chez les otaniens, il y a une sorte de continuum. Alors oui, il y a une rupture avec le nucléaire, mais l'idée, c'est vous ne viendrez pas me tester. Voilà. Ouais. Et donc, alors là, il y a des raisons autres que rétablir la dissuasion de faire cet exercice, comme j'ai dit tout à l'heure, l'interopérabilité. Et ça rejoint, une idée très ancienne chez vous. Vous aviez écrit un texte important, c'était dans les années 80, 90, je ne me souviens plus, sur les chars, où vous disiez l'idée faussement moderne que c'est fini, il n'y a plus que la dissuasion nucléaire, il n'y a plus besoin de chars. C'était La guerre de papa. La guerre de mon papa. Livre de 2006. C'était quelle année? 2006. Oui. Il faut lire La guerre de papa, signée par le général Yakovlev en 2006. Oui. Voilà. Déjà à l'époque, vous disiez, attention, la guerre conventionnelle, ça va revenir. La guerre avec les gros moyens, elle va revenir. Il n'y a jamais eu autant d'acier peint en vert ou en gris dans l'histoire de l'humanité que maintenant. Le Canada parle d'acquérir 12 sous-marins. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. À partir du moment où tout le monde est en train de s'équiper et regarder la flotte chinoise, etc., c'est pas que pour défiler du 14 juillet. C'est parce que les gens se disent, je vais peut-être avoir besoin de l'utiliser. Mais comment, expliquez-nous, vraiment si on joue au béotien complet, ce que nous sommes en plus, est-ce qu'on peut imaginer encore en 2024 une guerre conventionnelle, c'est-à-dire des chars russes qui essaient d'avancer, l'artillerie russe qui essaie d'avancer contre l'artillerie de l'OTAN? C'est quand même le sens d'un exercice pareil. Alors, ça a lieu aujourd'hui en Ukraine. Hein. Bah oui. Bon. Mais contre l'OTAN. Mais pour moi, c'est toujours un malentendu. Poutine veut s'attaquer à l'OTAN depuis le début. L'Ukraine est un prétexte, c'est une ouverture, comme on dirait dans un opéra. C'est le premier acte. Il veut attaquer l'OTAN. C'est pas la même chose qu'attaquer physiquement un pays membre de l'OTAN. C'est la solidarité de l'OTAN qu'il veut mettre en cause. Que l'OTAN explose, que le siège à Bruxelles soit mis en vente et transformé en logement social, si vous voulez. Donc ça, c'est le rêve de Poutine. Il n'y a plus d'OTAN. C'est pas la même chose que envahir un pays de l'OTAN. Donc on fait toujours ce contresens. Est-ce que Poutine est prêt à attaquer l'OTAN? Mais il attaque l'OTAN tous les jours, là. Matin, midi et soir, c'est ce qu'il fait depuis 20 ans. Écoutez là, ce clip américain, parce qu'on voit à quel point toutes les puissances de l'OTAN, et la première d'entre elles, au premier chef, veut montrer que là, elle est en train de monter en puissance. Catherine, on ne peut pas s'empêcher de se dire quand même que c'est une démonstration de force et une façon de montrer les muscles juste aux portes de la Russie, malgré tout. Oui, bien sûr. Et puis on voit qu'il y a au-delà de cet entraînement à la guerre, il y a la guerre de communication. Hein. On voit ces clips, on dirait quasiment des films hollywoodiens. Et c'est pour que ça circule le plus possible et que l'information arrive évidemment aussi en Russie, bien que les Russes n'ont pas besoin de ça, parce que j'imagine qu'ils surveillent depuis de toute éternité la Finlande de très près. Mais c'est vrai que le symbole est fort aussi, parce que Vladimir Poutine, qui avait justifié, entre guillemets, son opération militaire spéciale en Ukraine en disant notamment que c'est parce que les frontières de l'OTAN s'approchaient beaucoup trop de la Russie. Là, il se retrouve avec un pays supplémentaire et qui a une frontière de 1300 km. Hein, la Finlande, c'est pas une petite frontière avec la Russie. Et une frontière historique. Voilà, qui est Rappelons passée. Peut-être l'image tellement forte, c'est l'image qui était emblématique du courage des Finlandais et aussi de leur férocité. Hein. C'était des combattants extrêmement redoutables. D'ailleurs, le cocktail Molotov a été inventé là pendant la guerre de Finlande. Et regardez cet épouvantail un peu sinistre, les cadavres des Russes gelés
gelés, parce qu'ils faisaient déjà à moins 20 degrés, comme le rappelait Émilie, et sans doute un peu moins encore à l'époque. Ils les plantaient tout le long de la ligne de front pour dire, comme dans l'Antiquité on faisait avec le cadavre ennemi, pour dire regardez, c'est votre sort. Oui. Et là, pour les Russes, évidemment, le symbole est extrêmement fort de voir ces entraînements en plus de chars, parce que c'est tout un symbole dans l'histoire russe aussi, les batailles de chars. Donc là, c'est l'artillerie, ça leur parle, et c'est vraiment à leur porte sur 1300 km. Ce qui est intéressant, c'est que vous venez de parler, Darius, tout à l'heure, il y a 2 Ukraines. Même là, on a 2 Europes, 2 compréhensions du monde complètement différentes. Il y a ceux qui préparent pour la guerre, parce que la guerre va venir si on ne fait rien, et même si on la repousse, et si on voudrait la mettre sous le je sais pas, sous le plancher, voilà, et se dire que voilà, elle va pas venir. Pourtant, elle vient. Il y a ceux qui se préparent pas et espèrent un jour qu'il y aura un magic pill, peut-être qui s'appelle Trump, qui va venir et juste calmer le jeu. Ça ne va pas résoudre quoi que ce soit, ça va juste calmer le jeu, ça va reporter ou repousser les délais dans lesquels nous, tous collectivement, on devrait se préparer, parce qu'il y aurait une autre assaut, parce que la mentalité ou l'enjeu ou la cause pour laquelle Poutine il s'est lancé dans cette aventure, malheureusement, qui est juste terrible et qui fait des dégâts énormes en Ukraine, c'est parce qu'il y a une nouvelle vision du monde qui commence à prendre de plus en plus de force. Et Poutine, il n'est pas le seul. On voit la Corée du Nord, on voit aussi certains pays comme la Chine qui partagent cette vision de plus d'occidentaux qui nous dominent et qui nous dictent comment on fait. Alors, est-ce que l'Occident en général, ou nous-mêmes, nous collectivement ici en France ou en Europe, surtout dans l'Union européenne, qui est inaudible des fois, enfin qui n'est pas même considéré comme quelqu'un à qui on peut parler. Poutine, il parle que, par exemple, il a parlé à Macron parce qu'il y a des têtes nucléaires. Bon. Ça passe. Mais le reste, c'est inaudible. Et il y a ceux qui se préparent. Là, on avait vu la vidéo promotionnelle de l'armée des États-Unis. Il y a ceux, par exemple, comme les pays du Nord, qui sont généralement assez avisés sur la question. L'Estonien, là, qui dit, il n'y a pas si longtemps, je pense que c'était la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, qui dit, écoutez, de l'armée, en disant que, voilà, il faut que nous, on soit prêts à assumer ce qu'on devrait assumer si jamais il y a une sorte de cessez-le-feu ou il y a qu'une sorte de deal qui est mise en place, qu'on envoie nos troupes. Alors, il y a ceux qui réfléchissent un peu dans ce domaine-là, il y a ceux qui disent non, Trump va venir, il va tout calmer. Enfin, écoutez... Bon, je suis d'accord sur le fait que notre avenir se joue en Ukraine, c'est sûr, mais il se joue aussi dans ce qui va se passer entre Trump et Poutine, un nouveau Yalta ou pas un nouveau Yalta. Sommes-nous capables d'empêcher un nouveau Yalta ? Je ne pense pas que la guerre mondiale soit imminente. Je ne pense pas que Poutine attaque demain matin les pays nordiques, l'Allemagne ou la Pologne. Mais en effet, suivant ce qui se passera pour l'Ukraine, suivant en effet ce que Trump finira par conclure avec Poutine. Poutine veut un nouveau Yalta, c'est sûr. Eh bien, il faut que nous l'empêchions. Et pour ça, ça suppose que la France, membre permanent du Conseil de sécurité, puissance nucléaire, prenne des initiatives avec des pays qui pensent comme elle. Il ne faut pas qu'elle attende qu'il y ait tous les pays de l'Union européenne, parce qu'ils ne penseront pas tous comme elle. Ceux qui veulent, ceux qui pensent comme elle. Et puis, recruter aussi d'autres pays ailleurs, peut-être l'Inde, peut-être d'autres pays, pour préparer effectivement un processus qui permette de sortir avec le maintien du droit international, c'est-à-dire du respect du principe de l'intégrité territoriale. C'est aussi simple que ça, car en effet, il y a toutes les chances que dans le deal business-like. On va parler de ce deal dans un instant, mais vous voulez réagir entre Trump on va entendre le débat, mais qu'est-ce que sera ce Yalta ? On fasse disparaître le droit international. Vous voulez réagir ? Oui, alors je voulais juste dire que j'étais en total désaccord avec l'ambassadeur. Ah bah tant mieux. Maison ici, c'est une plaisanterie. Au sens, je pense que le mot n'est pas Yalta, le mot est Munich. Ce que Poutine veut, c'est Munich, c'est pas Yalta.